Madame Koumbayarissi, alors vous disiez tout à l'heure que vous avez l'impression d'être l'objet d'une attaque coordonnée au niveau international. Et donc vous voyez derrière cette attaque l'ombre, pour bien dire les choses, de l'OTAN, c'est ça, parce qu'évidemment l'Ukraine s'est exprimée là-dessus, a d'ailleurs affiché son soutien et qui dit Ukraine dit l'OTAN. Donc vous voyez l'ombre de l'OTAN derrière. Non, mais ce n'est pas l'impression, hein. En ce qui concerne la France, il y a encore quelques doutes chez certaines personnes. Ils ne sont pas avisés. Mais en ce qui concerne, sur ce coup-là, ça n'est pas du tout une impression. Puisque un ambassadeur, ça c'est un officiel ukrainien, s'en réjouit sur Facebook, qui dit mieux. Et, et quand le Mali a pris la décision de rompre ses relations avec l'Ukraine, l'Ukraine a réagi. Oh, oui, nous ne sommes pas engagés, ça n'est pas vrai. Mais de toute façon, l'ambassadeur, il n'a rien dit, l'Ukraine n'a rien dit concernant son ambassadeur. Du bout des lèvres, on condamne ce qui s'est passé et voilà. Mais qui mène la guerre de l'Ukraine contre la Russie? C'est l'OTAN. Qui arme Zelensky? C'est l'OTAN. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 Cap sur le Mali avec Koumba Yarissi, enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Bonjour Koumba. Bonjour Christian, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'être avec vous encore une fois pour tous les Merci, en tout cas, panafricanistes. merci de votre disponibilité pour cette interview. Alors, nous allons donc revenir sur l'attaque terroriste perpétrée entre le 25 et le 27 juillet dernier contre les forces armées maliennes et leurs alliés russes par des rebelles du CSP, soupçonnés d'ailleurs d'avoir bénéficié de soutien international. Nous évoquerons également les accusations du général Abdourahmane Tiani contre le Bénin qui abriterait des agents de déstabilisation subversive français contre le Niger. Enfin, nous pourrions chuter sur les manifestations contre la vie chère au Nigeria, où le président Bola Tinubu, en fait, s'inquiète de l'influence russe dans les manifestations. Ça, c'est selon les autorités nigériennes, bien entendu. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cet échange. Alors, Madame Koumbayar, ici, on va commencer donc par cette attaque terroriste, je l'ai dit tout à l'heure. L'armée malienne a été la cible d'une attaque terroriste entre le 25 et le 27 juillet dernier. De lourdes pertes ont été déplorées, évidemment, dans les rangs des FAMA. Que sait-on de plus de cette attaque à la date d'aujourd'hui? Euh, Ce qu'on peut retenir, c'est que cette attaque était attendue. Parce que quand on a repris Kidal, ceux qui n'observent pas beaucoup ce qui se passe pensaient qu'on était sorti de l'auberge. Or, tout le monde sait que c'est sous Moussa Traoré, en 90, juste avant son départ du pouvoir, avant d'être chassé du pouvoir, que le Nord a été démilitarisé suite aux accords à des accords qui ont été signés en Algérie, toujours en Algérie. Et donc, l'Algérie étant un pays hautement militarisé, et nous partageant une longue frontière avec l'Algérie, qui a toujours été à la manette depuis 90, eh nous savions que nous n'allions pas emporter toutes les victoires qu'on a eues au paradis. Et donc, En fait, pardon, Madame Koumba, vous êtes en train de dire que dans cette attaque, vous soupçonnez également le soutien de l'Algérie, c'est ça?
Ce qu'on peut retenir concernant l'Algérie, les Maliens commencent à s'interroger sur ce que veut l'Algérie. Est-ce que l'Algérie joue franc jeu? Est-ce que l'Algérie est capable de se souvenir de ce que Modibo Keïta a fait pour l'Algérie? Gao, toutes les armes transitaient par Gao pour aller en Algérie. Les armes dont avait besoin le FLN. Et mieux que ça, Modibo Keïta a envoyé ses militaires aux côtés des soldats algériens. Et on sait que depuis le début de la rébellion, l'Algérie n'a jamais montré patte blanche. L'Algérie, tous les accords ont été signés en Algérie et on en est arrivé là où on est aujourd'hui. Une guerre presque totale au nord. Oui, est-ce Évidemment, que, Madame Koumba, est-ce que on vous sait pensez pas. que vraiment c'est formel, qu'il y a des éléments qui peuvent incriminer évidemment le soutien de l'Algérie dans ces attaques? Naturellement, puisque l'Ukraine dit à la face du monde que les rebelles bénéficient de leur appui sur le plan renseignement. C'est un conflit qui s'exporte à plusieurs milliers de kilomètres. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a désormais un deuxième front en Afrique. Ce sont les mots de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Incapable de vaincre la Russie sur le champ de bataille, le régime criminel de Zelensky a décidé d'ouvrir un deuxième front en Afrique et soutient des groupes terroristes dans des États du continent favorables à Moscou. Si la Russie tient ses propos, c'est en lien avec cette ville, Tinzaouaten, au nord du Mali, près de l'Algérie. Il y a près de 2 semaines, ici, le groupe Wagner a subi sa plus lourde défaite en Afrique, selon plusieurs analystes. L'armée malienne a reconnu des pertes importantes sans donner de bilan précis. Une attaque menée par les séparatistes touaregs. Peu de temps après, un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov, avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux séparatistes pour qu'ils puissent mener à bien cette attaque. Ils sont où ces Ukrainiens? Ils travaillent depuis où? Qui les autorise? Ils ne peuvent pas être sur le territoire malien et faire ce qu'ils ont fait. Et ils sont quelque part en Algérie et peut-être aussi en Mauritanie. Parce que les plus longues frontières, on les partage avec l'Algérie et la Mauritanie. Les deux réunis, ça fait une très longue frontière. Et donc, l'Ukraine, les Ukrainiens sont très loin de nous géographiquement, politiquement, idéologiquement. Mais alors, ils ont bénéficié forcément de complicité. Et depuis que les Maliens se plaignent de ce que l'Algérie n'a pas été reconnaissante au Mali, aucun Algérien officiel ou lambda n'a démenti quoi que ce soit. Mais comment est-ce que, évidemment, ce soutien ukrainien a été perçu au niveau de l'opinion malienne? Nous avons mal, nous avons très mal, parce que nous ne nous attendions pas à ce que la guerre entre l'OTAN et la Russie se transporte chez nous. Nous n'avons strictement rien à voir avec cette guerre. Évidemment, l'assertion selon laquelle l'ennemi de mon ennemi est mon ami peut-être a prévalu. Sinon, nous interrogeons d'ailleurs, est-ce que l'Ukraine seule aurait pu jouer un tel rôle dans cette guerre-là? Parce que nous savons que sur le terrain, aujourd'hui, l'Ukraine et l'OTAN font tout, font des pieds et des mains pour avoir des négociations avec la Russie.
parce que ce qu'ils avaient prévu, tous leurs plans sont tombés à l'eau. Et donc, comment l'Ukraine, qui a des problèmes en Ukraine, comment l'Ukraine a pu jouer un tel rôle? Évidemment, là, ce qui a été dit par leur ambassadeur au Sénégal est un indicateur. Madame Koumbayarissi, alors vous disiez tout à l'heure que vous avez l'impression d'être l'objet d'une attaque coordonnée au niveau international. Et donc, vous voyez derrière cette attaque l'ombre, pour bien dire les choses, de l'OTAN, c'est ça, parce qu'évidemment, l'Ukraine s'est exprimée là-dessus, a d'ailleurs affiché son soutien, et qui dit Ukraine dit l'OTAN. Donc, vous voyez l'ombre de l'OTAN derrière. Non, mais ce n'est pas l'impression. Hein. En ce qui concerne la France, il y a encore quelques doutes chez certaines personnes. Ils ne sont pas avisés. Mais en ce qui concerne, sur ce coup-là, ça n'est pas du tout une impression. Puisque un ambassadeur, ça c'est un officiel ukrainien, s'en réjouit sur Facebook, qui dit mieux. Et, et quand le Mali a pris la décision de rompre ses relations avec l'Ukraine, l'Ukraine a réagi. Oh, oui, nous ne sommes pas engagés, ça n'est pas vrai. Mais de toute façon, l'ambassadeur, il n'a rien dit, l'Ukraine n'a rien dit concernant son ambassadeur. Du bout des lèvres, on condamne ce qui s'est passé et voilà. Mais qui mène la guerre de l'Ukraine contre la Russie? C'est l'OTAN. Qui arme Zelensky? C'est l'OTAN. La France a joué quel rôle? La France s'est simplement ravisée parce qu'elle sait qu'elle ne fait pas le poids. Sur le plan international, la France ne fait plus le poids depuis que de Bamako, nous avons dit non à la France-Afrique et ça, il y a plusieurs États aujourd'hui. Le Nigeria, ce n'est pas un pays francophone. Mais curieusement, une simple affaire, ce n'est pas une simple parce que c'est une question de survie. Ça fait partie des besoins vitaux. Une affaire de famine ou de pouvoir d'achat qui va jusqu'à incriminer la Russie parce qu'on a vu quelques drapeaux au cours des manifestations. Vous voyez que sur le plan géopolitique, c'est une grosse affaire. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, le Mali, la guerre du Mali, s'est internationalisé. Qu'on le veuille ou pas. Et le Mali, avec ses amis, les Russes, les Chinois, les Turcs, etc., sont face à l'OTAN. Alors, Personne ne peut. les amis, vous avez dit, les partenaires du Mali sont face à l'OTAN et c'est ce qui coûterait évidemment, selon vous, bien entendu, cette attaque terroriste qui malheureusement a été finalement soutenue puisque l'ambassadeur ukrainien à Dakar ne s'en est pas d'ailleurs gêné, hein. Il a affiché son soutien et vous disiez tout à l'heure qu'il dit, Ukraine dit l'OTAN. Alors, et nous savons également, c'est des informations qui circulent, que dans cette attaque, les terroristes auraient bénéficié évidemment des renseignements de l'Ukraine, mais comme on l'a dit tout à l'heure, derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN. Revenons un peu sur l'épisode d'août 2022. Le Mali avait saisi l'ONU et accusé la France de fournir les renseignements et les armes aux terroristes. Qu'en est-il exactement à la date d'aujourd'hui? Parce que tout Rien ça, du tout. ça peut nous permettre de Le bien Mali, comprendre la situation. maintenant, le Mali est obligé sur ce coup-là de procéder par perte et profit. De 2022 à maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. À aucun moment, au cours d'aucune session, on a évoqué ce problème-là sérieusement. Donc, ça veut dire que les Maliens, nous sommes restés avec nos preuves, mais
les choses, la clarification est en cours. Maintenant, c'est la clarification. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au-delà de la France, c'est l'Amérique, c'est l'Allemagne et tous les grands pays de ce monde qui réclament la gouvernance du monde et pour qui nous autres là, nous sommes là pour les servir. Notre sous-sol leur appartient. Et Et donc, donc, vous avez l'impression que c'est une transposition finalement de la guerre russo-ukrainienne vers l'Afrique, c'est-à-dire vers le Mali, c'est ça? non, ce n'est pas une impression. Il n'y a plus d'impression, puisque c'est eux-mêmes qui le disent. Nous, on n'est pas allé chercher des preuves d'abord. Je sais qu'aujourd'hui, le procureur qui s'occupe du terrorisme a ouvert une enquête depuis hier, compte tenu de ce que l'ambassadeur a dit. Tenez, un ambassadeur qui parle comme ça du terrorisme international, qui est dont le pays prend part au terrorisme international. Il n'a pas été renvoyé par euh, le pouvoir sénégalais. Il n'a pas été rappelé par son pays. Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère sénégalais de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir découvert avec surprise sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar la publication d'une vidéo qualifiée de propagande de l'armée ukrainienne. La publication a depuis été supprimée. Il s'agissait d'une interview d'Andriy Youssov, le porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien, dans laquelle il affirme que son pays a fourni des informations aux rebelles Touaregs du nord du Mali dans leurs affrontements fin juillet avec les forces armées maliennes et leurs alliés du groupe paramilitaire russe Wagner. La vidéo était accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur ukrainien qui déclarait « Le travail se poursuivra, il y aura certainement d'autres résultats ». Le ministère sénégalais y a vu, je cite, un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée dans le Nord Mali entre le 25 et le 27 juillet par des rebelles Touaregs et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali. Le Sénégal accuse en effet, comme le gouvernement malien, les rebelles Touaregs de collaborer avec le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Le ministère des Affaires étrangères met donc en garde l'ambassadeur ukrainien contre toute apologie du terrorisme, ainsi que toute tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, rappelant d'ailleurs la neutralité du Sénégal dans ce conflit. Selon le communiqué, les autorités ont donc convoqué l'ambassadeur d'Ukraine pour lui rappeler, je cite, les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence liées à sa mission. Quelle preuve encore veut-on? Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a Nous plus n'avons rien à plus dire. rien. Alors, cela veut dire, pardon, Madame Koumbayaresi, vous vous sentez finalement maintenant là. Vous vous sentez en guerre, c'est ça? Le Mali On est serait en toujours, guerre. oui, on est toujours en guerre depuis Aguelhok. Quand on vous agresse, quand on égorge vos soldats, ça sort du cadre de la provocation. Nous, nous sommes en guerre, nous nous considérons en guerre asymétrique depuis 2011, qui a vu l'assassinat de Kadhafi et toutes les conséquences que nous sommes encore en train de vivre depuis plus de 12 ans. Le vrai débat, il est là. Alors, Donc, nous, on n'a plus l'impression, on vit ça. vous vivez cela. Alors, quelle est donc actuellement l'atmosphère au niveau de Bamako, je dis le Mali? Qu'est-ce que cela fait? Comment est-ce que les Maliens sont en train de vivre cet épisode après, bien sûr, cette attaque? Qu'est-ce que ça donne? Mais avec aussi, bien sûr, ce soutien affiché de l'ambassadeur ukrainien à ces attaques terroristes. Qu'en pensent les Maliens? Les Maliens, ils sont résilients. Les Maliens ont compris que la lutte sera féroce et très longue. Parce que le temps que la France a passé ici chez nous, les tentacules de la France et tout ce que la France a pu mettre en place nous a allongé cette guerre.
La guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale n'a pas passé plus de 6 ans. Le monde entier a secouru la France et c'est fini depuis. D'ailleurs, la France devait être reconnaissante vis-à-vis des Russes qui ont perdu des millions de combattants et des Africains qui sont allés mourir en France et qu'on est venu tuer aussi au Sénégal. Et c'est aujourd'hui qu'on veut reconnaître, ça c'est une parenthèse, on veut reconnaître que les Africains qui sont morts à Tcharoy, qu'on a tués, que la France a tués à cause de ceux qui le réclamaient, sont morts pour la France. C'est seulement aujourd'hui, 80 ans après. Et donc, finalement, nous sommes toujours en guerre, mais nous sommes résilients, nous sommes déterminés et nous savons que c'est à partir de Bamako que la libération de l'Afrique a commencé et qu'elle doit continuer. On est en train de consolider les acquis parce que rien n'est acquis définitivement. Rien n'est acquis définitivement. Rien n'est acquis Et définitivement, vous avez dit, madame. Alors, quel est donc l'apport de l'AES dans cet épisode, bien sûr, cette épreuve que vit le Mali aujourd'hui? l'AES n'a pas d'apport à donner. C'est l'AES qui est attaqué. Ah, Quand vous vous souvenez du lendemain du coup d'État au Niger, il y a un an et quelques jours, vous avez vu et entendu le communiqué du Burkina et du Mali, qui a dit plutôt en substance que attaquer le Niger, c'est attaquer aussi le Mali et le le Burkina. Burkina. À partir de ce moment, l'AES s'est consolidée et la première mission de l'AES, elle est sécuritaire. Donc, quand le conflit, ce conflit-là a éclaté, le lendemain, le Burkina a engagé son armée de l'air. Le Niger n'est pas en reste, mais on sait que depuis, les armes des terroristes se sont tues parce qu'on est en train de les décimer. Il y a quelques jours, l'armée malienne, l'armée de l'air, a détruit 5 bases de ces terroristes-là. Et il y a 48 heures, il y a une base, c'est-à-dire des voitures, des camions, en tout cas des véhicules de combat armés et autres qui étaient cachés dans les grottes, dans les collines et sous des arbres. Cette base-là a été détruite et aujourd'hui, on n'entend plus parler des rebelles ou du moins les terroristes. Ils ne réclament plus rien, ils ne produisent plus de communiqués parce que la plupart d'entre eux ont été décimés. La plupart d'entre eux. Donc la riposte a été féroce à la mesure de l'affront, à la mesure du complot à l'international qui œuvrait juste pour reprendre Kidal et disloquer le Mali. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le désespoir qu'aurait été la reprise de Kidal d'un point de vue militaire et même d'un point de vue civil, parce que la reprise de Kidal était devenue une question d'honneur. Hollande déjà disait, si le Mali veut reprendre Kidal, c'est le Mali qui doit s'engager à le faire. Tout le monde a dit ça, Macron l'a dit. Et comme le Mali a repris Kidal, donc on ne va pas perdre Kidal. C'est une question de vie ou de mort. Alors, on a entendu dans certains médias, bien sûr, européens, c'est ce qu'il faut dire peut-être,
Ces médias qui se sont en sorte réjouis de cette attaque, où d'autres ont carrément titré la débâcle de Wagner, c'est ça, l'échec de Wagner, et comme pour dire qu'on n'a pas apprécié finalement le départ des troupes françaises, c'est ce que ça veut dire. Et Oui, lorsqu'on ils savent parle de très la bien. débâcle là, ou de l'échec Mhm. de Wagner, c'est une façon de dire le Mali a fait un mauvais choix de partenaire, c'est ça? Pour eux, pour eux, nous sommes sortis de la vassalité française pour nous confier à un autre maître qui est russe. Sauf que dans ce monde, ici-bas, dans les relations internationales, de ce que tout le monde sait, la Russie n'a jamais pris part ni à l'esclavage, ni à la colonisation, ni à tout ce qui peut, ou à tout ce qui peut avilir l'homme avec grand H. La Russie, pendant les deux guerres mondiales, a lutté contre les nazis. Et d'ailleurs, c'est cette lutte-là qui continue dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est les nazis. Donc, derrière le combat de ce que l'OTAN veut tourner ses armes contre la Russie, il y a également la lutte contre les nazis, contre toutes ces mauvaises choses qu'on fait dans les laboratoires en Ukraine pour décimer d'abord les Noirs et ensuite les autres. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, le monde entier le sait, ça veut simplement dire que la mondialisation est un échec. Les Français ont perdu pied en Afrique et la France n'a plus de voix à l'international. Sa voix s'est éteinte. Plus personne n'écoute la France ou la France officielle. Alors, tout à l'heure, nous disions que dans cette attaque, évidemment, l'armée malienne a subi des lourdes pertes. C'est ce qu'il faut peut-être retenir aussi. Et là, vous vous sentez en guerre. Vous avez dit d'ailleurs, vous êtes en guerre depuis fort longtemps. Et qu'en est-il finalement du chronogramme des élections au Mali? Est-ce qu'il y aura un impact sur ce chronogramme ou bien, voilà, malgré tout ça, le chronogramme sera respecté? Ça n'a rien à voir, je crois, parce que nos autorités doivent être zen, parce que dès le lendemain, l'armée a repris du poil de la bête, l'armée s'est repositionnée et tout le monde voit les résultats. Parce que de la même manière que l'Ukraine, euh, et les terroristes à l'international se sont agités, et tout le monde a crié victoire, mais de la même manière, plus personne ne parle. C'est le mutisme total. Où sont-ils passés, tous ces supporters-là, tous ceux qui nous donnaient pour morts? Où sont-ils? Où sont-ils? Il y a eu, ils ont bénéficié pas simplement de complicité, je vous l'ai dit, ils ont bénéficié aussi du concours des éléments. Le vent de sable, même à pied, quand ça vous fouette, vous savez ce que c'est. Donc, le chronogramme, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a eu des assises qui se sont occupées du dialogue intermalien. Avant, toutes nos affaires étaient discutées à Alger, comme par hasard. Même sous Djonkunda en 2012, après le coup d'État qui a vu Djonkunda arriver au pouvoir, il y avait eu des discussions à Ouaga, sous Blaise. Il avait été entendu que après l'élection qui verrait le départ de Djonkunda
après 6 mois, les résolutions qui ont été prises à Ouaga s'appliqueraient. Mais la France, c'était sans compter avec la France. La France qui a écrit 2 lettres pour pouvoir envahir le Mali. La France était toujours là et c'est elle qui a exigé je serai intraitable. Il faut l'élection présidentielle, point. C'est ce que Hollande a dit. Il a effectué même un voyage au Mali parce que les gens étaient complètement déboussolés. Cette guerre nous est tombée dessus. Il a été accueilli comme le Messie et tout le reste. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde a vu ce qu'était la solidarité à la française, ce qu'était l'assistance de l'ONU et de ceux qui se prétendent être des amis du Mali. Parce que depuis le départ de l'aménagement et de tout le reste, nous avons vu les progrès qui ont été réalisés. Évidemment, après que le Mali a dénoncé l'accord de défense avec la France. Alors, avant de continuer, je vais donc vous proposer ici un élément, un extrait bien sûr, du discours où le Niger finalement a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et nous reviendrons sur le plateau pour un commentaire suivant. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssof, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition des groupes terroristes auteur de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzaouaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. Considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur les champs d'honneur et s'incline devant leur mémoire. C'est maintenant une confédération, mais si on arrive à consolider d'ici quelques mois, on passera certainement à la fédération. Et donc, ce que l'Union africaine n'a pas pu réaliser, ce que la CEDEAO et tous les organismes sous-régionaux n'ont pas pu faire, je crois que l'AES va le faire parce que, vu le sérieux, vu l'engagement, vu l'esprit d'indépendance, vu le fait que tout le monde veut être libre, autonome et vivre comme tout le monde, comme le reste du monde. Il y a des pays qui frappent à la porte, il y a des pays qui ont bravé la CEDEAO. Tout le monde a vu la réunion qui s'est tenue à Lomé entre le patron des douanes de Lomé et les patrons des douanes de l'AES, de la Confédération, pour mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte que ce que
euh, la CEDEAO nous réserve ne se réalise pas. Mais Parce que la pendant qu'on y est, quelle a été la réaction de la CEDEAO tout de même, même si vous n'êtes plus euh, membre elle a de... été molle, oui, excusez-moi, elle a été molle parce que la CEDEAO n'a pas osé interpeller ou condamner l'Ukraine. Elle l'a fait, elle a condamné ce qui s'est passé du bout des lèvres, mais malheureusement, la CEDEAO a des problèmes parce que le géant de la CEDEAO aujourd'hui est dans la tourmente. À telle enseigne que Tinubu, qui était le chef de file pour attaquer le Niger, aujourd'hui s'est fait tout petit et a dit à ses compatriotes qu'ils vont revoir le, comment dire, la façon de vivre des institutions. Ils vont revoir les salaires, les indemnités, les libéralités et tout ce que le pouvoir peut leur donner, tous les atours du pouvoir, ils vont revoir. Donc, vous voyez que la CEDEAO a des problèmes. Et la CEDEAO, je me demande si elle va s'en sortir parce que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au Parlement de la CEDEAO, les prises d'armes entre le jeune panafricaniste Guy Marius Sagna et les représentants des nègres de salon qui confondent tout, qui confondent République et chef d'État, qui confondent le travail d'un député qui est l'élu du peuple, qui est donc représentant du peuple. Et puis voilà, si je suis là, c'est parce que non, Guy Sagna, lui, est descendu dans l'arène. Il s'est battu, il a fait la prison matin, midi et soir. Il est devenu député et il a été choisi pour représenter l'Assemblée nationale sénégalaise au Parlement de la CEDEAO. Donc, vous voyez que la CEDEAO, tout ce qui ne fonctionne pas, les dysfonctionnements sont mis à nu. C'est pathétique. Dire Alors, que nous avons avant de boucler avec le volet, bien sûr, Mali, qu'en est-il finalement de la classe politique malienne face, bien sûr, à ces dernières attaques, j'allais dire, terroristes? je ne les ai pas, les politiques, je ne les ai pas entendus beaucoup. La classe, ce que vous appelez classe politique, je ne les entends pas beaucoup parce que ils ont été invités au dialogue intermalien, ils ont été invités à d'autres assises, celles qu'on a mises en place pour consolider ou pour voir les recommandations à retenir et qui vont naturellement engager le Mali pour les prochaines années. Alors, puisqu'il y avait eu un texte qui demandait aux associations politiques, aux partis politiques de surseoir à leurs activités le temps que ce dialogue se tienne, parce que c'est la première fois qu'il y a un dialogue intermalien. Nous, on était toujours sous la coupe de l'Algérie, même si l'Union africaine existe, mais nous, notre patron, c'était l'Algérie. Voilà, c'était l'Algérie. Et donc, eux n'ont pas entendu ça de cette oreille. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Il y en a qui sont encore en prison. Je crois que même leur réaction face à l'armée doit souffrir des questions politiques. Parce que nous C'est-à-dire, pensons que l'armée, elle est nationale. L'armée, depuis que Modibo Keïta l'a créée, il y a eu des parenthèses, de longues parenthèses, où elle a été clochardisée, de longues parenthèses où elle a été mise au banc de la société, de longues parenthèses où on l'a déconsidérée, déguenillée et tout. Et maintenant qu'on a le problème, un problème qu'on n'a jamais vécu depuis
l'indépendance, eux sont toujours dans leur posture de retour à la vie constitutionnelle normale. Ou peut-être Quand peut-être on parce est, qu'ils y voient derrière l'armée, disons, le colonel Assimi Goïta, peut-être. sauf que ce sont les enfants maliens, ce sont les soldats maliens qui meurent là-bas. Ils meurent pour qui? Une armée va mourir pour le chef de l'armée? Non, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'animosité qu'on a vis-à-vis de son pays, parce que moi j'appelle ça comme ça, n'ayons pas peur des termes, le minimum, quand même, on doit s'entendre autour du minimum. Il n'y a pas de pays s'il n'y a pas de sécurité. La preuve est là, il n'y a rien du tout. Et donc, parce qu'ils n'aiment pas cette transition, alors que certains d'entre eux ont œuvré pour que cette transition arrive. Je pense là au M5 qui se réclame de la refondation. Mais on a battu le pavé ensemble. On a chassé Ibeka ensemble. Mais s'il n'y a pas l'insécurité là, c'est moi que de savoir que vous êtes politique ou non. Quand une bombe va éclater, c'est tout le monde qui y passe. Hein. Donc, moi, je crois que dans notre pays, il y en a qui marchent sur la tête, excusez-moi du terme, mais on ne peut pas. Des jeunes qui s'engagent. Jusqu'à présent, il y en a qui s'engagent. On ne peut pas, au motif qu'on ne reçoit plus de financement politique, on ne peut plus aller tromper les Maliens, ne pas féliciter ou compatir à la douleur de la nation. L'armée, c'est la nation, c'est l'armée nationale. Les autres viennent nous appuyer. Et si les Burkinabés, les Nigériens viennent mourir ici, et nous, on va mourir chez eux, c'est pour que l'Afrique se libère. C'est pour que nous soyons, que nos pays entrent enfin dans le concert des nations, parce que nous sommes les descendants de l'Égypte, des grands empires et tout. On va jeter tout ça aux chiens. Peut-être Pas tout de pas, suite. mais bon, est-ce que vous pensez que finalement, d'ici là, le colonel Assimi Goïta, j'allais dire, son gouvernement, est prêt à rendre le pouvoir aux civils? De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une élection présidentielle. Dès qu'il y aura élection présidentielle, ça veut dire que le pouvoir retourne entre les mains des civils. Maintenant, ce que beaucoup ne se disent pas, c'est que au jour d'aujourd'hui, les Maliens, ce qui leur a manqué, la formation citoyenne, la formation idéologique, pour ne pas dire autre chose, qui leur ont manqué depuis 68, leur a été donné avec la mobilisation du M5, avec l'apport des panafricains, des diasporas africaines, toutes confondues, et de tous les progressistes du monde. C'est pourquoi les Maliens sont encore debout. C'est pourquoi nous sommes toujours debout. Et on restera debout. Parce que si nous, on flanche, ça veut dire que l'Afrique ne va jamais plus se libérer parce que les autres auront peur. Quand Sékou Touré a dit non au référendum de Gaulle, De Gaulle a détruit carrément la Guinée. Et les autres n'ont pas demandé. Et les autres se sont tassés, ils se sont tus. Ils ont signé les 11 accords. Et cette erreur-là, nous, on ne va jamais la commettre. Donc, voilà. C'est très encourageant pour les Africains. Alors, nous allons passer aux deux autres points, mais de manière vraiment superficielle. Le temps nous presse. C'est d'abord le Niger. Vous avez certainement suivi le général Abdourahmane Tiani,
accusé formellement le Bénin d'abriter des agents de déstabilisation subversive français. À quoi peut-on donc s'attendre? Est-ce que c'est dire finalement que l'ombre, j'allais dire, le spectre de l'intervention militaire ne s'est pas encore éloigné jusqu'à aujourd'hui? Ah si, résolument. Tinubu est dans la tourmente. Le président béninois est en train de s'excuser matin, midi et soir, donc de s'accuser. Ce dont il est question, c'est que les Français ne vont jamais renoncer à nos matières premières, donc à l'argent facile. Et c'est pourquoi ils feront tout pour ne pas être trop loin. Parce que c'est un Béninois, je crois qu'il est agent forestier, qui a vendu la mèche. La vidéo, tout le monde l'a vue. Elle disait quoi, Les gens, la vidéo? la vidéo disait qu'il y a une base où on entraîne des soldats, des rebelles et autres. Une base française qui n'est pas loin de la frontière nigérienne. Or, le Niger l'avait dit. Et aujourd'hui, après plusieurs mois, la vérité a éclaté à telle enseigne que, à force de jouer sur deux tableaux, Talon a perdu. Parce que les millions de dollars que le pétrole lui aurait rapporté à la Guinée, comment dire, Au Bénin? au Bénin, il les perd parce qu'on a réorienté le pétrole vers le Tchad. Voilà, donc il ne parle pas beaucoup, Tchani, le général, mais quand il sort, c'est pour dire exactement ce qui se passe, sans fioriture. On ne triche pas. L'histoire s'écrit avec une encre indélébile. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on doit le penser, on doit le vivre, parce qu'on finit toujours par être rattrapé par ce qu'on fait, par ce qu'on dit. La roublardise, ça ne marchera plus jamais en Afrique. Ça a commencé, et voilà. Alors donc, nous allons terminer par ce dernier point, notamment au Nigeria, où les manifestations contre la vie chère continuent. Et là, le gouvernement s'inquiète de l'influence russe dans ces manifestations. Alors que les manifestations se multiplient depuis samedi au Nigeria, la présence croissante de drapeaux russes parmi les banderoles contre le gouvernement suscite de plus en plus d'inquiétudes. Dans les États de Kano, Kaduna, Katsina et Bochi, au moins 30 manifestants de la campagne #EndBadGovernance, selon les chiffres officiels, auraient été arrêtés par des agents de la police nigériane pour avoir brandi des drapeaux russes. Une répression qui fait suite à la directive du président Bola Tinubu demandant aux agences de sécurité de cibler les personnes arborant des drapeaux russes dans le pays. Si les manifestations contre la crise du coût de la vie ont quelque peu diminué ces derniers jours, pour certains manifestants, elles ont été l'occasion de brandir des drapeaux russes pour symboliser la détérioration de l'insécurité au Nigeria dans l'espoir d'une intervention de la Russie. Mais les autorités de défense du Nigeria ont qualifié cet acte de trahison à l'encontre de la souveraineté du pays. L'ambassade de Russie au Nigeria s'est également désolidarisée de cet acte. Comme quoi, partout où il y a manifestation, on voit l'ombre de la Russie. Comment expliquer cela? Comme par hasard, la Russie est très forte. Parce que la Russie n'est pas hypocrite. Parce que la Russie est une vraie amie. Parce que quand la Russie s'engage aux côtés de qui que ce soit, de quelque pays que ce soit, elle ne vous lâche pas. La Russie a tout. La Russie, c'est combien, la Russie, c'est combien de millions de kilomètres carrés? Combien d'habitants? La Russie a tout. C'est la Russie et l'Ukraine, dans une certaine mesure,
qui entretenait l'Union européenne à l'insu du monde entier. Nous, on ne savait pas. C'est quand la guerre Russie-Ukraine a éclaté qu'on a vu que même l'huile de table était rationnée en France. Ils se cachent pour acheter du pétrole et du gaz avec des roubles qu'ils sont obligés de trouver. Donc, ça ne peut pas continuer. Pendant 5 siècles, 6 siècles, ils ont fait la pluie et le beau temps chez eux. Ils nous ont détruits. Ils ont usé de toutes sortes de malices, de toutes sortes de ruses, de toutes sortes de mensonges pour nous montrer sous un jour qui n'est pas du tout le nôtre. Et donc, aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. La clarification, en ce qui concerne la France, elle s'est faite. Le Mali a dénoncé au moins 8 accords des 11. Et aujourd'hui, tout ce qu'on vend, tout ce que le Niger vend, tout ce que le Mali vend, tout ce que le Burkina vend, c'est rubis sur ongle, ça descend dans les caisses de nos trésors. Et parce que avant, ce n'était pas cela. Ah non, non, non. Avant, il y a très très longtemps, c'était, on amène 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros. Ah non, 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 vous n'avez pas droit, vous n'avez d'ailleurs rien construit dans le monde. 20%, ça peut vous aller. Les 80%, la France comble son déficit avec. Ah non, mais quand les gens se sont révoltés, bon, vous avez raison, on va passer à 50%. On en est là aujourd'hui. Il est venu avec son histoire d'écho avec Alassane Ouattara. Finalement, il ne voit plus rien de ce que nous produisons. Tout Mais l'argent. pourtant, c'est curieux tout de même parce que jusque-là, il y a, j'allais dire, beaucoup d'Africains ne croyaient pas à ces pratiques-là. Je disais, c'est un peu voilà, Ah oui, mais c'est du parce mensonge. que ça ne se disait pas. L'Afrique officielle n'osait pas. Celui qui en parle, on te tue. On sait combien de chefs, combien d'hommes politiques ont été tués par la France. Maintenant, c'est fini. Quand on ose, on y arrive toujours. La pusillanimité ne nous habite plus. Les chefs qui voulaient se mettre à la disposition, à la solde de la France et de la communauté dite internationale, on les a dégagés. Et ça continue. Parce qu'il reste encore Sassou Nguesso du Congo, il reste l'Équato-Guinéen, que dire du Cameroun, où tous les patrons des institutions ont au moins 80 ans. Au moins. Alors, est-ce que c'est grâce à la gérontocratie que les Camerounais se gênent? Pendant ce temps, le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Le Cameroun qui était dans les années 70 et même au début des années 80, autosuffisant. Aujourd'hui, le Cameroun est dans la tourmente. C'est Bolloré qui dictait sa loi au Cameroun. Il a esclavagisé d'honorables Camerounais. Il a tout pris au Cameroun. Et tout le monde est là qui observe. Moi, j'ai mal pour le Cameroun. C'est le cas camerounais qui m'inquiète le plus parce que les autres se battent. Les autres ne sont plus d'accord. Qu'ils soient présents ou en dehors du pays, tout le monde se bat et tout le monde sait que la lutte finit toujours par payer. Ceux qui n'ont pas compris ça et qui pensent que le monde leur appartient, ils ont tout faux. Ils doivent rendre gorge et laisser les peuples vivre
tout simplement. Il faut laisser les peuples vivre. Merci Kumba Yaressi. C'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. À moins que vous ayez une dernière préoccupation dont je ne vous ai pas posé la Oui. question. Oui, une dernière préoccupation. Merci de me donner cette possibilité. Nous sommes en guerre depuis 2011, je vous ai dit, la guerre coûte cher. Surtout le contexte dans lequel nous menons cette guerre-là. À trois, nous sommes attaqués, nous sommes menacés. C'est le terrorisme international qui a vêtu les habits de rebelles, qui fait tout contre nous. Ce que moi je demande à mes compatriotes des villes et des campagnes, c'est qu'on se mobilise. On a soutenu, on a été à la base de cette transition. On l'a soutenu, on l'a surveillé comme du lait sur le feu. Aujourd'hui, occupons-nous de nos militaires. Ayons la main sur le cœur. C'est vrai que ça n'est pas évident. Nous sommes résilients. Nous affrontons toutes sortes de difficultés, mais la liberté a un coût et le coût peut être très élevé quand on est attaqué de toutes parts. Je demanderai tout simplement à mes amis maliens, aux amis du Mali et à toutes les forces progressistes de nous aider à aider notre armée, notre vaillante armée, nos vaillantes armées de la Confédération de l'AES. Aya ujija mbalmau anka waribo. Tamaman doron bakele mancha. Nanya waribo. Ubiseka dumunike, ubiseka jimi. Parce que complot mumbe, aka dunde, dinya bede wulelendo ankama. Ne anke ranya rama horonye olute baloble. Utena anga sanuta, utena anga korita, utena anga petrolta, utanga foita. Donc ne ba nyina ufe. Ambeka wuli. Gouvernement nye numéro mundi BDM na ni mɔgɔ mun bɛ se ka mun ci an b'a ɲini gouvernement fana fɛ a ka a to an ka se k'a ci Orange Money ni Malitel ka bɔlɔlɔ sira fɛ et tout ça pour que an ka miliyari caman kafo an kana malo parce que tubabuw bɛ ko bɛɛ kɛ garantie o garantie u t'a kɛ Asimi na dɛ u t'a kɛ président Asimi la u t'a kɛ gouvernement na u t'a kɛ mɔgɔ si la u b'a kɛ de pour que Mali ka malo pour que Niger ka ci pour que mɔgɔ wɛrɛ kana wuli ka jɔ kɛ Burkina hayi Gabon bi bɛɛ bɛ k'i firifiri n b'a ɲini aw fɛ Ala k'an dɛmɛ merci. Merci beaucoup, Kumba Yaressi. Je rappelle que vous êtes enseignante et membre du Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP du Mali. Merci d'avoir encore été avec nous sur R7. Et nous reviendrons quand besoin sera. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette interview pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire, évidemment, ce que vous pensez de cette crise, j'allais dire, sécuritaire au Mali avec ce qui s'est passé entre le 25 et le 27 juillet, cette attaque terroriste soutenue par, on l'a dit tout à l'heure au cours de l'émission, pas besoin de le répéter. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Merci.